Notre prochaine invitée, elle est une maman extraordinaire. Elle est pétillante, toujours souriante malgré l'adversité. Elle a la tête remplie de projets et c'est une habituée, on l'a reçue ces dernières années. Elle s'appelle Marie-Claude Audet, elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je dis maman extraordinaire parce que Marie-Claude, c'est la maman de Édouard, Oui. qui a 16 ans maintenant, Ouais. qui a quand même des handicaps assez lourds, assez Oui. complexes. Peut-être nous faire une petite mise à jour de Oui. qui est Édouard et à quoi ton quotidien a ressemblé dans les 16 dernières années. Oui, donc Édouard, c'est un enfant très spécial. Donc, on a réussi enfin à mettre un nom sur sa Oui. maladie orpheline à 14 ans. En génétique, ils ont trouvé. Donc, ça s'appelle le syndrome de KAT6A. Oui, et on a su qu'il n'y a seulement que 70 enfants sur toute la population mondiale qui ont ce syndrome-là. Donc, ça a expliqué beaucoup de choses et ça nous a aussi calmés, savoir qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir. Donc, Édouard a toutes eu les problématiques associées à ce syndrome-là. Donc, il va vivre sa vie avec les problématiques qu'on connaît. Puis, c'est tout lié à ça. Tu sais, c'est pas des facteurs extérieurs. Donc, C'est quoi la nature des ouais. handicaps? Oui, en fait, Édouard, il est polyhandicapé, comme on appelle, donc plusieurs handicaps, donc une déficience intellectuelle sévère. Il ne parle pas parce qu'il ne peut pas parler, mais il n'est pas sourd, donc il entend bien, il voit bien, il porte des petites lunettes, mais il ne marche pas, et donc il se déplace en fauteuil roulant. Et il est totalement dépendant d'une personne adulte pour faire tous ses soins quotidiens. Donc, tu sais, beaucoup de médications. Et ce qu'on a découvert dernièrement, c'est les céphalées de Horton, qui sont une forme de migraine très, très, très difficile, donc qui ne se trouve que chez l'adulte. Et nous, on a le premier spécimen en pédiatrie. Donc, communément appelée la migraine du suicide. Donc, je peux vous laisser deviner que quand Édouard a des crises comme ça, c'est insupportable. Donc, ça a été très difficile les dernières années parce que les migraines se sont empirées. D'où le fait que maintenant, Édouard, il habite dans une résidence pour les personnes handicapées parce que notre santé physique à son papa et à moi n'était plus apte à soutenir Édouard dans tous ces épisodes de douleur. Puis, on avait besoin de reprendre du sommeil qu'on n'avait pas eu en 16 ans. Donc, ouais. Quel est le bilan que tu fais de toutes ces années-là où on est un peu sur l'adrénaline perpétuellement, avec un enfant multi-handicapé dont on ne sait pas trop le diagnostic? Tu te demandes presque s'il va être encore là demain ou la semaine prochaine. Oui. C'est au jour le jour, là. C'est quotidiennement un sentiment de survie à vérifier si son enfant va survivre. Puis c'est un bonheur chaque matin de le voir se réveiller, mais un stress chaque nuit de s'endormir puis de ne pas savoir si le lendemain matin, notre enfant va être avec nous ou pas. Donc, ce qu'on a appris au fil des ans aussi, c'est un choc post-traumatique constant, d'être toujours sur l'adrénaline, l'hypervigilance très, très, très élevée. Donc, c'est pour ça qu'on a compris aussi que l'aide est nécessaire, que l'acceptation de ce quotidien-là trop difficile pour deux parents, parce que ça prend une équipe. Donc, voilà. Beaucoup de parents vivent de la culpabilité quand vient le temps de prendre la décision de mettre son enfant dans une résidence. Ouais. Là, ça fait combien de temps? 1 an qu'il est là? Ça fait seulement 1 an. Donc, je suis un peu solide pour en parler, mais pas tant. Non, mais tu sais, j'ai pleuré pendant les 3 mois où il a été parti, donc sans arrêt. J'étais non fonctionnelle. Mais nous, ça a été un placement d'urgence qu'on appelle. Donc, il était hospitalisé en grande crise. Et les pédiatres nous ont dit, vous ne pouvez pas le ramener à la maison parce qu'on était, tu sais, on appelle ça cassé. Ouais. Les 2 parents, on a cassé à ce moment-là. On s'est retrouvés en position de faiblesse. Bien, c'est pas une faiblesse, là, c'est épuisement total. Puis maintenant, quand Édouard pleure, on devient en sueur rouge, on tremble parce qu'on a trop vécu. Tu sais, il a failli mourir pendant toute l'hospitalisation. Ouais. Donc, c'est comme un choc post-traumatique. On peut pas l'avoir avec nous au quotidien. Comment il va, lui, aujourd'hui? Lui, il va super bien. C'est un peu ce qui nous décourage, c'est qu'on a enfin trouvé la médication pour soulager tous ces épisodes-là. Donc, lui, il est bien dans sa nouvelle résidence avec ses colocs, qu'on appelle. Mais en fait, même à ça, il demande quand même beaucoup de soins. Là. Et comment vont les parents? Beaucoup mieux maintenant, mais on s'ennuie énormément. Contrairement à Édouard, qui, lui, avec sa déficience intellectuelle, n'a pas la conscience ni l'ennui que nous, on ressent. Puis, mais ça nous permet de nous épanouir, puis d'enfin, par exemple, prendre l'automobile et conduire et pas regarder dans le rétroviseur si mon enfant est bleu en arrière parce qu'il cesse de respirer. Puis c'est de regarder l'automne. Tu sais, comme hier, je conduisais, puis j'étais comme... Hey, c'est beau des arbres, là. Donc, c'est comme une renaissance. Puis en même temps,
tu sais, une libération, même si le terme c'est tellement comme difficile à dire. Puis là, j'ai l'air super à l'aise, mais tu sais, j'ai été suivie en psychologie. Tu sais, je peux pas être toute seule à vivre ça. Puis mon conjoint va bien, mais on a nos épisodes. On pleure dans le sofa. En même temps, Édouard a accaparé aussi beaucoup de ton temps dans les 15-16 dernières années. Ouais. Mais malgré ça, tu as toujours trouvé le temps d'avoir des projets, d'avoir des idées. Ouais. Là, bon, évidemment, j'imagine que depuis un an, tu as un peu plus de temps à toi, mais il reste quand même qu'il faut se reconstruire, se rebâtir. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais actuellement? Bien, c'est ça. Moi, j'ai des grandes études en littérature, puis c'était mon moteur. Donc, moi, tout le monde riait parce qu'Édouard, il faisait des crises. Puis qu'est-ce que je faisais? Je lisais en même temps parce que je pouvais rien faire d'autre. Tu sais, je pouvais pas le consoler. Fait que je lisais puis j'écrivais. Puis, tu sais, je m'étais dit que pour mes 40 ans, j'allais publier un premier album, ce qui a été fait. Puis là, en ce moment, j'en ai un qui va sortir en 2025, en janvier. Toujours chez Québec-Amérique, un super album avec 3 chats ultra mignons. Et un roman pour les 8-10 ans qui va sortir en septembre. Puis, je suis aussi rendue animatrice pour mon compte. Donc, à mon compte, je visite toutes les écoles du Québec qui veulent m'inviter. Puis, je fais visiter le monde du handicap aux enfants, mais de façon ultra drôle, dynamique, avec des objets, des vidéos de mon fils pour montrer c'est quoi un enfant polyhandicapé. Mais Édouard est comme un personnage là, dans tes créations. Complètement. Puis, les enfants comprennent que dans le livre, il s'appelle Julien, mais que dans la vie, c'est Édouard. Donc, c'est intéressant de leur montrer de quoi je me suis inspirée pour arriver là. Puis de leur montrer aussi que c'est le cours normal d'une vie qu'un enfant quitte la maison. Là, les enfants, je leur dis pas encore. Je suis pas encore capable d'aborder ça, mais avec les professeurs, on en discute. Ils me demandent comment je fais pour être dans une école quand mon fils est à la maison. Là, j'explique non, Édouard n'est plus à la maison. Sinon, je pense pas que j'aurais été capable de faire ça en même temps parce qu'il y a trop d'imprévus avec Édouard. Donc, il peut être malade, il faut aller à l'hôpital. Bon, je lisais, je regardais tes dernières publications au cours de l'été. Je me dis, bon, ben, tu sais, il faudrait que je réinvite Marie-Claude. Tu sais, puis des fois, les gens me disent, Éric, tu sais, pourquoi tu fais de la télé? Ben, tu sais, je fais de la télé pour des gens puis des entrevues comme on fait en ce moment. Voyons. Parce que je trouve ça intéressant et utile. Puis, tu as écrit dans une de tes publications une question que moi-même j'ai posée souvent à des parents d'enfants handicapés. Si demain matin, il vous arrive quelque chose, il arrive quoi avec l'enfant? Parce que c'est ça aussi, les parents qui vont avoir des enfants handicapés, qui vont les héberger et qui vont vieillir, vont se dire, oui, mais demain matin, il vous arrive un accident, une maladie, bref, vous n'êtes plus là. C'est quoi la suite? Puis là, c'est un enfant de 4e année qui t'a posé cette question-là. Ça t'a un peu ça m'a beaucoup touchée. Puis lui, il était très anxieux. Cet enfant-là, il avait les larmes aux yeux. Il avait comme eu une prise de conscience à ce moment-là. Puis là, j'ai été obligée de lui dire, tu sais, tout va bien. J'ai chez moi un manuel de toutes les procédures pour s'occuper d'Édouard parce que lui, il a compris qu'Édouard ne parle pas puis que nous, ses parents, on est capables de décoder ce qu'il dit. Mais là, il dit, il n'y a personne d'autre comme vous, là. Il n'y a personne qui va pouvoir l'aider. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis si vous êtes mort, qui va lui dire? Donc là, j'ai trouvé les questions tellement comme... Wow! Mais je l'ai rassuré. C'est sûr que j'ai pas pu lui dire qu'Édouard était dans une maison, mais je lui ai dit qu'il y avait des maisons pour les personnes handicapés. Les gens sont formés et les aiment autant que des parents. Nous, c'est ce qu'on vit en ce moment. Les personnes qui s'occupent d'Édouard, c'est des anges qu'on dit, là, tu sais. Puis ils nous appellent, puis on a des nouvelles, des photos, des vidéos. Mais est-ce que c'est quand même une préoccupation pour un parent d'enfant handicapé, même si on n'est pas très, très âgé? Bon, on peut tous avoir parfois, malheureusement, une maladie terminale, un accident, peu importe. Est-ce que ça, c'est une préoccupation de dire, mais qui va s'en occuper quand je ne serai plus là? Certainement. Surtout avec le système actuel de santé, qui, quand on décide de faire un placement d'un enfant lourdement handicapé, les délais sont entre 5 mois et 10 ans. Donc, c'est un monde incroyablement anxiogène. Puis nous, on est un peu chanceux, je dis ça sous des gros guillemets, d'avoir vécu l'urgence, l'hospitalisation pour le déménager, parce qu'il est maintenant, il est mineur. Donc, la résidence où il habite continue le volet adulte, ce qui n'est pas le cas de la majorité des résidences pour les enfants. Donc, nous, on est assurés qu'Édouard reste dans cette maison-là toute sa vie avec la super belle équipe qui prend la relève et tout. C'est comme un bonus dans une vie. Mais je sais que ce n'est pas tous les parents qui ont cette chance. Mais légalement, il arrive quoi s'il n'y a pas de famille ou c'est la tutelle? C'est la tutelle. C'est la tutelle, oui, là. donc c'est sûr que dans un testament, nous, on doit avoir des clauses spécifiques pour le décès des parents. Mais est-ce que tous les gens qui nous disent « Ah, nous, on va le prendre », sont réellement aptes à le faire? La question demeure. Bon, revenons aux albums, parce que là, comme on dit, là, il y a plein de projets, animatrices aussi, donc des conférences dans les écoles et tout ça.
Ça ressemble à quoi, les projets d'albums? Ah, c'est Ceux qui sont magnifique. déjà là ou les nouveaux qui s'en viennent? Oui, donc c'est ça. Le prochain qui sort en janvier s'appelle Miss Mousse et Massimo. C'est 3 chats hyper mignons qui sont encore une fois illustrés par Maëlys Garcia, qui a fait pareil ou presque avec moi. Puis c'est pour les tout petits. Puis moi comme je suis une animatrice vraiment énervée, là, j'ai l'air calme, là, mais c'est pas ça du tout dans les classes. Mais je voulais un livre interactif qui fait agir les enfants. Parce que les parents me disent « Ouais, mais on n'est pas toi. Nous, quand on lit des livres à la maison, on est plate comme une porte de frigo. » J'étais comme « Attends, je vais te faire un livre que tu vas pouvoir lire. » Puis là, les chats interagissent avec l'enfant. Donc, c'est hyper dynamique. Puis un roman, j'ai fait un petit roman mignon sur l'Halloween où l'héroïne qui s'appelle Malicia, toutes les citrouilles ont disparu dans sa ville et elle doit trouver qui a volé les citrouilles. Ça paraît banal, mais c'est très, très drôle avec des petits animaux et tout. Donc, je suis vraiment dans un univers complètement enfantin, ce qui me surprend parce qu'à la base, moi, je voulais être prof de littérature au cégep. Puis finalement, je me retrouve avec des enfants. Puis j'adore être devant des enfants dans des classes, interagir avec eux, comprendre leur monde imaginaire et tout. C'est Donc, stimulant? C'est thérapeutique? C'est complètement quoi? thérapeutique. Ouais. Puis les enfants, ils ressentent. Moi, je rentre dans une classe, là, puis sans blague, j'ai des câlins en rentrant, puis j'ai même pas dit un mot. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je pense que je dégage, tu sais, beaucoup d'intérêt envers l'interaction. Comme mon fils n'interagit pas, moi, un enfant de 4 ans qui me répond, c'est la merveille du monde. Fait que je leur pose des questions, ils répondent, puis tu sais, c'est fantastique. Quel est le rapport que les enfants ont à l'égard des handicaps, de la différence et tout ça, par leurs questions, leurs interrogations? Ils sont fantastiques, ils sont beaucoup plus ouverts que les adultes. Pour eux, sur la couverture du livre, si jamais vous la voyez, il y a 2 garçons dans le ciel. Il y en a un qui a la peau foncée, puis l'autre la peau blanche. Il n'y a pas un enfant, quand je demande la différence, qui va me nommer la couleur de Pas peau. du tout, hein? Pas du tout. Ils me disent, il y en a un qui est soutenu par des ballons. Puis là, sont vraiment dans l'instant présent. Puis pour eux, j'ai eu dernièrement un enfant qui m'a dit, moi, Marie-Claude, ce qui m'impressionne, c'est que je ne savais pas qu'une personne handicapée pouvait faire des choses. Puis pour lui, c'était fantastique que le personnage Julien puis Édouard dans la vie, ils peuvent jouer du ukulélé, ils peuvent interagir avec nous à leur façon. Puis les enfants, ils me disent, tu sais, je leur explique aussi comment interagir avec une personne qui ne nous regarde pas dans les yeux, qui crie, qui ne parle pas. Puis je leur fais un petit topo pour désamorcer ça parce que c'est des enfants qu'on ne voit pas. Est-ce que tu participes encore à des quiz télé? J'aimerais ça, mais il n'y en a pas qui me stimulent en ce moment. Parce que tu les as tout fait? J'ai tout fait. Puis là, j'attends Lingo au Québec qui revienne parce qu'ils jouent au Canada anglais puis aux États-Unis. Puis ça, c'est sûr que j'y vais, mais il n'est pas là. À chaque fois que je zappe, je tombe sur un quiz, je dis, je vais sûrement tomber sur Marie-Claude. Non. T'as brûlé les quiz à la télé. Il faudrait que j'en anime un. Ce serait le fun. Incroyable. C'est incroyable. Les gens qui veulent se procurer les albums et tout ça, à quel endroit on peut les trouver facilement? Dans toutes les librairies du Québec. Puis c'est sûr que pour Miss Mousse et Massimo, je vais faire une séance de signature chez Moderne, qui est ma librairie chouchou. Ouais. Mais les autres romans, vous allez pouvoir les trouver en ligne sur les librairies indépendantes du Québec ou sur les sites de Renaud Bré. Et là, tu as ton propre site, là? Là, j'ai mon propre site. MarieClaudeAudet.com, hein, oui, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc, j'y présente mes animations, mes publications. Ouais. Si vous voulez me voir dans votre école, ça vaut la peine. Elle est fun. Invitez-la. Vous allez avoir du gros plaisir. Marie-Claude Audet, merci beaucoup. Merci de tout cœur. C'est touchant. Restez avec nous. On vous revient après ceci. C'est un rendez-vous pour le samedi 26 octobre dès 9 h le matin au marché public du Vieux-Saint-Jean. C'est une grande fête, une fête nourricière. Vous savez qu'on a encore le temps d'aller faire un tour au marché, même si on est encore au mois d'octobre. Il y a encore beaucoup d'activités, et notamment le 26 avec cette grande fête. À demain. Bye-bye.